Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, elle rend heureux, elle apprend à lire, elle soutient les thérapies contre la dyslexie ou contre les troubles du spectre autistique. Elle, c'est la musique. Le magazine Sciences Humaines lui consacre un dossier spécial. On en parle avec l'invité du Grand Oral, Cécile Pelletier. L'Anti-Sèche de Marine Plantec, suite aujourd'hui de notre sélection d'événements culturels pour apprendre en s'amusant tout l'été. L'heure de la récré, toujours avec Marine et ce sujet absolument stratégique, comment aider son enfant à renoncer à la tétine. Cours particulier enfin, Marie-Olivier vous raconte la vie et vous résume la pensée de Krishnamurti, philosophe indien, qui vous incite à faire votre révolution intérieure. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Apprentissage, émotion, plasticité cérébrale, vivre ensemble, les pouvoirs de la musique. Quand on a vu la une de Sciences Humaines, on a tout de suite eu envie d'en savoir plus parce que si vous nous suivez, vous le savez, on zoome régulièrement ici sur des initiatives éducatives qui placent la musique au centre. On va donc lire ensemble ce dossier, ce qui ne vous dispense pas de le lire en vrai et en entier parce qu'on ne va pas pouvoir tout dire. Et on va le faire avec la journaliste de Sciences Humaines qui a coordonné ce dossier, Cécile Pelletier. Cécile, bonjour. Bonjour Emmanuel. Je crois que vous l'avez coordonné à deux d'ailleurs. Je l'ai dit. Co-coordonné. Je l'ai attentivement relu. Voilà. Je rends hommage à ma collègue Laurence Serfati qui a coordonné ce beau dossier, voilà, qui est journaliste indépendante et collaboratrice de Sciences Humaines. Voilà, on a rendu à César. Alors, premier point important, on va partir de très très loin. Ce que moi j'ai appris en vous lisant, c'est que dans le vivant, c'est-à-dire qu'on compare l'homme et les animaux, l'homme n'est pas la seule espèce musicienne. Ben non, on parle du chant des oiseaux. Et Charles Darwin, déjà au 19e siècle, avait essayé d'étudier les similitudes entre le chant des oiseaux et le chant des humains. On a longtemps cru que ces chants, que ces sons animaux, finalement, étaient relevés seulement de la communication interespèce, au sein de l'espèce. Qui se comprenaient entre eux. Voilà, qui se comprenaient entre eux, en gros. C'est pas de la musique, quoi. Mais voilà, c'était pas de la musique. Et puis, dans les années 90, il y a un musicologue, un compositeur qui s'appelle François-Bernard Mach, qui a complètement battu en brèche ce préjugé en expliquant qu'au contraire, il y avait des analogies entre la musique animale et les mélodies animales, on va dire, et les mélodies humaines. Et alors là, selon lui, c'est lié à la récurrence, notamment de certains sons, récurrence rythmique de certains sons, de certaines notes. Et il explique de manière assez amusante, par exemple, que certains morceaux issus du répertoire classique, je pense par exemple au chant du moineau, qui serait pas loin de la mélodie des Nocturnes de Claude Debussy, ou alors, je crois que c'est la fauvette, le chant de la fauvette, qui lui ressemblerait fortement au chant des marais dans Le Sacre du printemps de Stravinsky. Voilà. Extraordinaire. Donc on trouve ce genre de similitudes. Ouais. Et alors ce qui est passionnant, c'est que, et on va y venir assez rapidement, c'est que chez les oiseaux, comme chez les humains, ça leur procure du plaisir. Oui, parce que ça, c'est une des clés de tous les bénéfices de la musique, on va le voir, hein, c'est que c'est un truc agréable. Oui, c'est cette notion d'émotion, finalement. Voilà. Et oui, alors il y a des scientifiques qui ont étudié justement. Alors on est toujours avec les oiseaux, là on est les moineaux à queue blanche. Ils ont étudié ces oiseaux en train d'écouter le chant de leurs congénères et se sont rendus compte que ça leur produisait le même plaisir que nous quand on écoute de la musique. C'est-à-dire que ça active, on regarde dans le cerveau, voilà. C'est ça? Voilà, on regarde le fameux système de la récompense, si vous voulez, ça agit au niveau du cerveau, dans certaines zones qu'on appelle ce système de la récompense, qui est un peu le gouvernail de nos comportements, qui répond à certaines stimulations et qui nous pousse donc à avoir des comportements qui assurent, en gros, on va dire en très gros, la survie de l'espèce. Alors ça, c'est de la musique, notamment que les oiseaux produisent par eux-mêmes. Mais vous vous rendez compte, et alors je crois que j'ai vu passer des vidéos d'ailleurs sur les réseaux sociaux, d'une expérience qui a été menée dans les années 2000 avec des éléphants, à qui on a carrément proposé des instruments. J'avoue que moi-même, ça m'a fait beaucoup rire ça. Donc c'est assez connu en réalité. C'est David Sulzer, donc qui est un neuroscientifique, mais qui est aussi un musicien qui officie sous le blaze de David Sawyer. Et donc qui est un Américain qui a entraîné des pachydermes, alors une quinzaine à peu près d'éléphants, à qui il a confié des instruments, donc des harmonicas et des tambours en métal. Il les a adaptés forcément à leur morphologie, à leur taille, etc. Et il leur a donné un stimuli musical. Hein. Il les lançait. Et après, les pachydermes étaient invités à improviser.
Et on s'est rendu compte que non seulement ils avaient le sens du rythme, mais qu'ils étaient presque meilleurs pour maintenir le tempo que les humains eux-mêmes. Voilà. J'adore cette histoire. Si les groupes ou les orchestres manquent de percussionnistes, vous donnez ça à un éléphant et ce sera en rythme. La première fonction, et ça c'est vrai, c'est de déclencher des sensations agréables. Et c'est là où on va petit à petit arriver sur les questions à la fois d'éducation, mais aussi des questions un peu thérapeutiques, de tout ce que la musique peut apporter. Et ça fonctionne déjà chez le nourrisson. Mais oui. Si on passe chez l'humain. Oui, chez le nourrisson, c'est toujours des études scientifiques qui ont montré que finalement, chez le nourrisson, les jeux musicaux et l'écoute musicale créaient une sorte de bain rassurant qui va favoriser la régulation des états émotionnels de l'enfant. C'est ça, c'est un liquide amniotique sonore, quoi. C'est une sorte de liquide amniotique sonore qui va avoir un impact très positif sur le développement cérébral. Voilà, et c'est même presque comme une drogue, ça fait produire notamment de la dopamine. Donc voilà, plutôt vous arrêtez toutes les drogues que vous consommez, vous passez à la musique. Aucun art autre que la musique ne réveillera d'une manière aussi sublime le sentiment humain dans les entrailles de l'homme, écrit Georges Sand dans Consuelo. Aucun autre art ne peindra aux yeux de l'âme et les splendeurs de la nature et les délices de la contemplation et le caractère des peuples et le tumulte de leur passion et les langueurs de leur souffrance, écrit Héloïse Lérété, la rédactrice en chef de Sciences Humaines, dans ce numéro consacré au pouvoir de la musique. On retrouve Cécile Pelletier juste après l'Anti-Sèche, Marine Plantec. Marine, bonjour. Bonjour Emmanuel. Heureux de vous retrouver en plateau. Je suis ravie. Hein, je vends la mèche, de temps en temps il y a quelqu'un qui me dit des trucs dans l'oreillette pendant toute cette émission. C'est Marine, elle existe vraiment. Et remplace Emma aujourd'hui. On est juste avant les vacances d'été et avec vous on va poursuivre la liste des bons plans qui permettent de s'occuper et d'occuper les enfants des téléspectateurs de School TV. La semaine dernière, Emma nous avait parlé du festival littéraire Partir en livre. Là, vous allez nous proposer une flopée de nouvelles activités à faire en famille. Bah, tout à fait. C'est l'été et parfois on est un peu à court d'idées pour occuper les enfants et leur faire plaisir. Alors je vous propose de faire un petit tour des activités de l'été en France. Première idée pour divertir les enfants, elle a ses avantages, c'est le cinéma. Vous commencez avec le Little Film Festival, 5 ans. C'est l'événement à pas rater pour les enfants de 3 à 10 ans. 8 films d'animation seront présentés dans plus de 500 cinémas en France. Il y a 4 thèmes qui sont au programme: forêt et jardin, en voyage, héroïne et la fête des lapins. Ça a commencé le 24 juin et ça continue jusqu'au 3 septembre. Et c'est un peu partout, hein? Oui, pour trouver le cinéma le plus proche de chez vous, il suffit d'aller sur le site et vous le voyez s'afficher à l'écran. Voilà. Et il y aura des ateliers créatifs qui vont être mis en place en même temps. Ok, il fait beau, j'ai pas envie de m'enfermer, le cinéma c'est sympa, j'ai envie de plein air, vous avez une solution? J'ai la solution, c'est le Festival du cinéma en plein air à la Villette à Paris. Oui. Le rendez-vous, il est fixé au 19 juillet jusqu'au 20 août, tous les soirs. Le thème de cette année, c'est l'esprit d'équipe. Donc pour illustrer ces films, voilà, il y aura des bandes d'amis, des clans, des familles, mais aussi des troupes de théâtre. Le festival s'ouvre avec Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton et se finit avec West Side Story de Spielberg. Si vous souhaitez vous y rendre, il n'y a pas de place à prendre, c'est gratuit. En revanche, tous les films ne sont pas conseillés pour les plus petits, donc il faut aller checker la programmation. Oui, voilà. Miss Peregrine et les enfants particuliers, ça marche parfaitement. Oui, ça serait plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'il faut regarder. Deuxième option, alors on n'est pas trop cinéma, vous avez aussi des propositions théâtre, et notamment dans le Jardin de Shakespeare. Et oui, c'est parfait pour ça. Le Théâtre de Verdure fait son festival au cœur du bois de Boulogne et ce magnifique Jardin de Shakespeare. Au programme de nombreux spectacles, il y aura du théâtre, de la musique, des lectures. Et ce qui est génial, c'est que tout a été pensé aussi pour les plus jeunes, voilà, avec des œuvres adaptées plus classiques. Et tout ça dans un cadre, voilà, très agréable, assez on va idyllique, pas se plaindre. Et la programmation et le plan d'accès, pareil, c'est sur Internet. Lethéâtredeverdure.com, ça s'affiche en ce moment à l'écran. Marine Plantec, vous ne pouviez pas ne pas partir en Bretagne et à l'ouest, hein, c'est pas possible. Cap les sur vacances, c'est breton. Le festival Place aux Mômes vous propose des spectacles gratuits et accessibles dès 3 ans. Donc c'est en extérieur. Le festival est itinérant. Il propose aux familles chansons, théâtre, contorsion, clown. Il y en a pour tous les goûts. Ça commence ce week-end sur le littoral. Pour la programmation, ça se passe à l'adresse que vous voyez s'afficher. Place aux Mômes va régaler les villes de Plougasnou, Arzon, Cancale, Perros-Guirec ou encore Saint-Calguildo et plein et encore. Comme ça, on a fait le tour de la Bretagne avec Voilà. vous. C'est pas une surprise. Un classique pour terminer pour les fans de culture nippone, dont vous faites partie, je crois d'ailleurs.
Je En tout l'ai cas, fait, les mangas. En tout cas, ado, c'était... La Japan une Expo, qui est un immense rendez-vous aussi. Ouais, festival européen qui est incontournable lorsqu'on est passionné par la culture japonaise. Et le parc des expos de Villepinte accueillera la Japan Expo du 13 au 16 juillet, avec normalement 250 000 participants au programme, rencontres, spectacles, ateliers, cosplay comme d'habitude. Et l'invité d'honneur cette année, c'est le mangaka qui a fait Nicky Larson, Tsukasa Ojo. Merci beaucoup, Marine. Je suis censé vous dire là que c'est trop kawaii, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Trop kawaii, ça veut dire trop mignon. Trop mignon. Kawaii. Encore Kawaii. Trop kawaii. Merci beaucoup. Trop kawaii la musique aussi. Cécile Pelletier. La musique fait du bien au sens propre, elle soigne, elle éduque, c'est ce qu'on peut lire dans le dossier que Sciences Humaines consacre au pouvoir de la musique et on en parle avec l'invité du Grand Oral, Cécile Pelletier. On a vu un petit peu dans la première partie de l'émission que la musique est, j'allais dire universelle, en tout cas elle est très partagée par l'ensemble des vivants, y compris les animaux. Pourquoi? Entre autres parce qu'elle crée des émotions agréables, c'est un langage aussi, un langage complexe à décrypter, mais surtout ça déclenche de la dopamine, ça déclenche du plaisir. Et un des chapitres les plus intéressants sur les liens entre le cerveau et la musique, il touche au traitement d'un certain nombre de troubles. Et ça, vous en parlez, l'art-thérapie, ça marche en fait. Oui, tout à fait. En effet, c'est l'un des articles un peu clés de ce numéro qui a été rédigé par, je rends hommage parce que c'est un spécialiste du sujet, c'est Michel Habib, qui est un neuroscientifique, et qui nous explique un peu ce qu'on pourrait appeler les bonnes notes de la musicothérapie, même si toute musicothérapie ne résout pas elle seule à résoudre tous les troubles. Et on se rend compte en effet, alors aujourd'hui on s'en rend compte de plus en plus parce qu'il y a beaucoup d'études sur le sujet, beaucoup d'expérimentations, que la musique justement a un rôle puissant dans la mesure où elle permet de restructurer les connexions neuronales et elle peut avoir un rôle thérapeutique dans le cadre de différents troubles, que ce soit les troubles de l'attention par exemple, Alors on va essayer d'expliquer comment ça marche. Pour ça, je voudrais qu'on révise un point qu'on avait déjà vu avec Sciences Humaines d'ailleurs ici, parce que vous lui aviez consacré un numéro. C'est la notion de plasticité neuronale, parce que c'est grâce à ça que la musique peut faire des choses. Oui, alors la plasticité neuronale, on va peut-être la définir très rapidement. C'est la capacité en fait du cerveau à se remodeler en fonction des apprentissages. Donc en permanence, on fait des connexions. C'est comme ça qu'on apprend en fait. Évidemment, tout ça est parfaitement inconscient. En permanence, évolue. Et pendant des synapses qui font des nouvelles connexions. Et justement, la musique, elle peut jouer sur cette plasticité. On peut s'entraîner grâce à la musique ou entraîner quelqu'un qui est malade à faire des nouvelles connexions. Oui, tout à fait. Donc en restructurant justement les connexions neuronales, le cerveau, la musique en fait agit de manière importante sur l'anatomie du cerveau en fait. Et elle peut par exemple, je pense notamment à un cas qui est assez développé, c'est dans ce numéro, c'est le cas de la dyslexie, où on se rend compte que finalement la dyslexie, elle parvient à corriger et notamment alors rétablir, non, enfin du moins à lutter contre le déficit de certaines parties du cerveau qui ne fonctionnent pas bien chez les dyslexiques, qui s'appelle le réseau arqué notamment, qui est une zone très importante. Arqué comme un arc. Comme un arc, voilà. Arqué, oui, voilà. Et pour ça, on fait des exercices. Alors, je vous cite, on lit des syllabes, des mots, des phrases au rythme d'une musique jouée en fond sonore. C'est comme ça que ça... Oui, alors je suis désolée pour tous ceux qui ont été traumatisés par le métronome. Oui, allez-y. Mais on se sert d'un métronome. Mais on peut se servir d'un métronome ou d'un fond sonore, en tout cas d'un fond musical, où on va utiliser la scansion de la musique, du rythme musical, du fond sonore, pour aider, par exemple, l'élève. Donc là, dans le cadre, c'est des expérimentations qui ont été montées dans le cadre de collégiens qui sont atteints de dyslexie. On va leur demander de prononcer des syllabes, des mots ou des phrases au rythme de la musique. Et alors, plus l'exercice progresse et plus le rythme de la musique s'accélère, plus c'est difficile. Mais les résultats qui sont mesurés, c'est quand même... Mais oui, le résultat est spectaculaire d'ailleurs, parce que je voyais que c'est 2 fois par semaine chez des collégiens dyslexiques pendant 9 séances individuelles de 30 minutes, ce qui n'est pas non plus considérable. Non, c'est pas considérable. Le programme a été suivi d'une amélioration de la lecture, tant en rapidité qu'en exactitude. Il y a aussi des expériences sur des ados qui souffrent de troubles du spectre autistique. Oui, alors du spectre autistique, les ados qui souffrent du spectre autistique, donc TSA, en général, on dit qu'ils ont du mal à nouer des relations sociales parce qu'en fait, c'est lié à une difficulté à interpréter
comment dire, les codes émotionnels qui sont les que codes d'autres interprètent spontanément, voilà, c'est ça. qui ont lieu lors de l'interaction humaine. Et donc la musique, on a montré que la musicothérapie pouvait justement les aider à améliorer cette perception sensorielle et cette communication verbale et non verbale. Et on observe sur les IRM, quand on fait ce genre d'exercice, une meilleure connexion entre des régions cérébrales qui, elles, sont impliquées dans le système de la récompense. Donc, j'y reviens pour dire ça, mais c'est vraiment avec la musique, on boucle toujours cette histoire-là. C'est pareil pour les TDAH et tout ça. Donc, c'est la grande famille, ce qu'on appelle l'art-thérapie. Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler l'art-thérapie. Alors, l'art-thérapie, on utilise plutôt l'art-thérapie pour parler de peinture, quand on dessine, etc. c'est la musicothérapie. De musicothérapie. Alors, alors pour autant, c'est souvent des études qui sont assez contextualisées, avec des résultats qui sont... Ceux dont on parle là, c'est ceux qui sont un peu solides, robustes, avérés, robustes, etc. Il y a toujours besoin d'un protocole médical, et la musicothérapie au sens large n'est pas, comment dire, un remède à tous les problèmes, Bien tous les sûr, troubles. ça vient en complément généralement voilà, à d'autres approches. Voilà. Mais en tout cas, ça fonctionne et ça agit sur ce qui se passe dans le cerveau. Ça permet, voilà, on l'a vu autour de la dyslexie, les TSA, les TDAH, plein de choses. Peut-être que ça pourrait agir pour aider les enfants à renoncer à la tétine. Je ne sais pas, mais en tout cas, Marine Plantec a une solution pour vous. On retrouve Cécile Pelletier juste après la récré, Marine. Rebonjour Marine. Bonjour Emmanuel. La tétine, la totote. Moi je suis Vous dites tétine ou totote. totote, vous? Moi, j'ai jamais aimé totote. Je suis vraiment l'adepte de la tétine. Ah d'accord, mais vous n'aimez pas, mais vous saviez que ça existait? Bien sûr. Ah oui, bon, d'accord. Mais On ça peut dire doit totote exister. alors. C'est des particularités régionales. Ok, c'est pas en chocolat et chocolatine. Donc, vous nous parlez aujourd'hui de la tétine qui accompagne les enfants, mais à un beau moment, il faut renoncer à la tétine. Et là, il y a une technique assez originale pour s'en débarrasser en douceur. Ouais, il s'agit d'un Vous avez arbre. jamais essayé en vrai? Non, parce que Non, j'ai jamais eu de c'est tétine. une enquête journalistique. Voilà. Et il s'agit d'un arbre à tétine. Mais un véritable arbre, c'est l'idée d'un père de famille de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Il était inquiet de voir sa fille de 4 ans continuer à téter sans réussir à s'arrêter. En accord avec la mairie, il a alors décidé de monter ce projet qui est très mignon, d'installer un arbre à tétine dans sa ville. Alors, il s'est inspiré quand même d'un arbre allemand, c'est ça? Oui, avec ses amis, ils se sont rendus compte qu'il existait un arbre comme ça à Berlin, un arbre où les enfants peuvent laisser et oublier leur tétine. Mais cette idée, elle n'est pas nouvelle, elle est originaire du Danemark où c'est une vraie tradition chez eux. Les enfants se rendent devant l'arbre, c'est une vraie tradition, il est l'heure de séparer la tétine, ils l'attachent avec un ruban à une branche et parfois même ils lisent des petites lettres d'amour, enfin ils en écrivent, pardon. Ils écrivent des lettres d'amour et ils les attachent avec. J'en ai noté une que je trouve trop mignonne. Ah, on y va. Chère tétine, je suis devenue un grand garçon maintenant et ma tétine va bientôt me manquer. Adieu tétine. Et merci Tétine de m'avoir aidé à dormir. Salutations, Frédéric. Très bien élevé, Mignon, Frédéric, non? en tout cas. Voilà. Super mignon. Petite précision écologique, je crois. Ouais. On ne serre pas trop fort les rubans, c'est ça? C'est ça, on ne serre pas fort les rubans pour que les branches elles puissent continuer à grandir sans entrave. Génial. Et en France, c'est uniquement... Il y a plusieurs villes, Ouais. Je les avais notées. Et moi, je ne les ai plus. Peut-être que vous les D'accord. avez. Mais il y a alors, plusieurs villes, Auréllan, dans les voilà. Hautes-Pyrénées, La Roche-sur-Yon, en Vendée, notamment. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais vous faire un arbre à chronique pour que vous aussi acheter un petit ruban, l'intégralité des chroniques, même la Tout fin. On retrouve Cécile Pelletier, Grand Oral, le pouvoir de la musique. C'est la une de Sciences Humaines. D'où vient la musique? Quels sont ses pouvoirs sur nous? Comment agit-elle sur notre cerveau? Dans quelle mesure contribue-t-elle à le soigner? Et plus largement, quels sont ses effets sur la société? Question que pose Sciences Humaines dans ce très riche dossier sur le pouvoir de la musique. On en parle avec Cécile Pelletier. Un petit point général, donc on a vu comment on pouvait se soigner avec la musique, apprendre des choses avec la musique. Il y a aussi un effet social. La musique, c'est aussi ce qui nous permet de nous sentir appartenir à une même communauté. Oui, la musique, elle a plusieurs fonctions, et notamment celle de faire cohésion, de faire communauté. Alors, on voit tout de suite de quoi on parle, surtout en cette période de festival de l'été. Vous imaginez des dizaines, des centaines, de personnes qui sont retrouvées autour d'une musique qui communient autour d'une musique. Il y avait le Hellfest il n'y a pas longtemps, on a expliqué combien ces participants venaient de manière souvent en famille, etc. C'était assez sympathique. Mais au-delà, il y a aussi une dimension rituelle. Et il y a dans ce dossier les journalistes Laurent Serfati, dont je parle à nouveau, qui a coordonné le dossier en hommage, explique justement dans son papier qu'il y a un documentaire notamment d'une musicologue et réalisatrice qui s'appelle Sandrine Long, qui s'appelle Dance with the Wannabes. Et vous m'excusez si je... Wannabes, je pense que ça, on le dit comme ça. Donc qui sont des peuls sahéliens
Et donc son film parle d'une cérémonie qui a lieu chaque année qui s'appelle le Guérésol. Et en fait, ce sont deux lignées de ce peuple nomade qui se retrouvent, donc deux lignées plutôt opposées, ennemies, qui se retrouvent de manière traditionnelle et rituelle une fois par an pour une grande cérémonie qui est une espèce de guerre seulement à base, dont les seules armes sont la danse et le chant. Et le but, c'est de, entre guillemets, voler les femmes de l'autre. Donc on peut imaginer qu'on comprend pourquoi. Et en danse. On comprend, voilà, pour perpétuer... les lignages, mais ça se finit toujours dans la paix, hein. On arrive à bien s'entendre. On a sublimé ça par la musique. Voilà, mais ce qui est très important, c'est que ce sont des peuples nomades. Donc on imagine que si ce type de cérémonie annuelle venait à disparaître, c'est la vie même de la communauté qui serait remise en cause, quoi. Oui, c'est ça. Et puis pour peut-être se faire la guerre en vrai, ce qui serait quand même une moins bonne idée. Ça pourrait se faire à l'école, ça, quand même, d'éprouver le sentiment d'appartenance. Les églises le font. On chante beaucoup dans les églises. Les États le font. Ils ont des hymnes qu'on entonne ensemble, généralement dans des stades ou alors pour des cérémonies officielles. Mais à l'école, finalement, il y a très peu. Enfin, il y a une initiative qui est orchestre à l'école, mais on fait quand même pas tant de musique que ça. Si, il est censé y avoir des chorales maintenant. Alors, il y a Orchestre à l'école, qui est donc une initiative qui a plus de 20 ans, qui concerne quand même 155 000 enfants, hein, des élémentaires, des collégiens en France. Donc, c'est quand même pas mal. L'idée, c'est de faire jouer les enfants d'une même classe ensemble, justement pour développer la musique, hein, qui, comme on l'a vu, est pleine de ressources positives, mais aussi l'idée de jouer ensemble, de s'écouter, de créer ensemble. Et c'est ce que Emmanuel Bigan explique, hein, qui est ce chercheur spécialiste qui a écrit La symphonie neuronale, qui est un peu un best-seller du domaine sur les vertus de la musique, et qui explique que selon lui, il voudrait musicaliser l'école, c'est-à-dire combien ce serait important de développer cette pratique musicale, mais collective, à l'école. Donc il y a déjà des classes cham, il y a déjà des choses qui existent. Ça aurait aménagé musical. Exactement. Les cham, absolument. Il y a les orchestres Demos aussi qui sont une belle initiative. Oui, il y a des chorales, il y a tout un tas de... En tout cas, on pourrait le faire quand même beaucoup plus. La musique, en plus, ça permet de soutenir l'effort. Alors, pour le pire, en situation de guerre, on sait, les soldats parfois partaient au front en chantant, en partageant des musiques, mais ça peut être pour des efforts plus sympathiques quand même. Oui, ça peut être pour des efforts plus sympathiques, mais ça peut être pour se donner du courage, c'est ça. pour se réaliser collectivement, pour peut-être cultiver la motivation à l'école aussi. C'est important, c'est intéressant. Et l'idée de la musique aussi, on dit que la pratique d'un instrument, c'est toujours un peu ingrat, surtout les premières années. Mais quel plaisir, une fois qu'on s'est exercé, de voir qu'on arrive à produire quelque chose tout seul. Et puis que quand on écoute ses petits camarades, on arrive à produire quelque chose ensemble, quoi. Et ça développe l'écoute. Il y a souvent une déconnexion quand même entre le cognitif, l'émotionnel et puis ce qu'on fait, l'actif, à la fois dans la société mais à l'école aussi. Au fond, la musique, c'est le pivot, c'est le catalyseur de tout ça. Ça pourrait permettre de faire tout ça à la fois. Voilà, de reconnecter à la fois. On dit que l'école, quand même relativement centrée sur l'idée du cognitif. L'idée, c'est de développer les connaissances, les compétences. J'apprends. Bon, tout ça, on ne sait pas si noir, si blanc, tout ça est quand même aujourd'hui... il y a des changements, des remises en cause, tout ça est aussi un peu évolue doucement. Mais la musique, ça permettrait justement de reconnecter ces deux dimensions essentielles qui sont à la fois le cognitif et l'émotionnel. Et les travaux de neurosciences de ces 30-40 dernières années, notamment ceux d'Antonio Damasio, ont montré qu'un cerveau équilibré, c'était un cerveau qui marchait sur ses deux pieds, en fait. Voilà ce que vous apprendrez ou ce que vous confirmerez en lisant ce passionnant dossier sur le pouvoir de la musique. C'est le titre, c'est la une, je vais le montrer. Ouais, en plus, il est joli. Allez, très belle une, le pouvoir de la musique. Ah ben on la voit, voilà. Enfin, tout ça est formidablement fait. Apprentissage, émotion, plasticité cérébrale. Je précise qu'on peut lire plein d'autres choses dans ce numéro de juillet de Sciences Humaines, une enquête sur le harcèlement au collège, ça aussi on vous en avait déjà parlé, et un grand entretien avec le sociologue François de Singly, spécialiste de la famille. Vous restez avec nous, on va voyager en Inde pour rencontrer Krishnamurti. Marine, merci. Merci à vous. Marie-Olivier. Cours particulier, c'est notre voyage bi-hebdomadaire avec Marie-Olivier dans le monde de la pédagogie. On voyage soit dans le temps, soit dans l'espace. Là, on va faire les deux à la fois. On part en Inde et on part rencontrer un pédagogue du siècle dernier, Jiddu Krishnamurti. Exactement. Aujourd'hui, on voyage donc dans le temps et l'espace. Krishnamurti est un philosophe, éducateur et sage indien qui est né en 1895 en Inde, dans une famille de 5 enfants. Il est décédé en 1986. Son père appartenait à la caste des brahmanes et était un fonctionnaire qui était instruit. Qui envoie son fils étudier en Angleterre. Exactement, auprès de la Société théosophique. C'est une organisation qui se présente comme apolitique, non sectaire et non dogmatique et qui se donne 3 objectifs: former un noyau de fraternité
universelle dans l'humanité, sans discrimination ni distinction, encourager l'étude comparée des religions, des philosophies et des sciences, et enfin étudier les lois inexpliquées de la nature et les pouvoirs de l'homme. C'est la théosophie assez à la mode au début du XXe siècle. Krishnamurti va quand même s'en détacher rapidement. Exactement, il prend peu à peu du recul, car selon lui, la vérité ne peut pas être atteinte que par soi-même, et l'on doit se défaire de toute autorité, donc même celle des grands maîtres. Et là, ça pose déjà les prémices de sa future philosophie. Tout doit partir de l'individu. Exactement. Pour Krishnamurti, ça ne sert à rien de vouloir améliorer collectivement la société si l'individu n'a pas d'abord travaillé son intériorité. Si l'on veut une société éclairée qui vive en paix et en harmonie, selon lui, chacun doit travailler sur soi, voire en soi. Je le cite, « Si nous voulons changer les conditions existantes, nous devons d'abord nous transformer nous-mêmes, c'est-à-dire devenir conscients de nos actions, de nos pensées et de nos sentiments dans notre vie quotidienne. » Donc une philosophie de la révolution intérieure. Quel est le rôle de l'éducation là-dedans, si au fond je dois m'éduquer moi-même? Oui, alors Krishnamurti accorde une importance fondamentale à l'éducation parce que le plus tôt on développe son intériorité, le plus, selon lui, la société a des chances de vivre en harmonie. Et pour Krishnamurti, il est en fait très critique de l'éducation conventionnelle de l'époque. Il condamne en fait tout conditionnement. Donc selon lui, l'individu doit être libre et l'enfant doit suivre son élan sans être forcé à étudier quoi que ce soit. C'est quel conditionnement condamne-t-il? C'est le conditionnement social ou alors ce sont les apprentissages qu'on vous donne à l'école et qui vous amènent à penser plutôt de telle ou telle façon? Tout conditionnement, donc les deux. La totale. Donc pour Krishnamurti, l'enfant doit prendre conscience de ce qu'il conditionne, donc son milieu social, la famille dans laquelle il a grandi, son environnement global. Il doit s'en détacher pour être libre, sinon il est bloqué. Donc selon Krishnamurti, la peur est le pire des conditionnements d'ailleurs, car elle bride totalement les individus et les empêche de s'épanouir. On est au début du XXe siècle, on n'est pas très loin de ce qu'on va retrouver dans l'éducation nouvelle, chez Montessori et d'autres. Exactement, suivre l'élan de l'enfant, exactement. Donc l'enfant suit ses envies profondes aussi, il écoute son intériorité, et selon Krishnamurti, c'est comme cela qu'il réussira vraiment à faire quelque chose qui lui plaît et à être utile à la société dans son ensemble. Il critique aussi beaucoup la compétition et les notes, qui selon lui créent la peur et une souffrance généralisée. Je citais Montessori, j'aurais pu citer Neil, même si ça vient un peu plus tard, vous nous en aviez parlé. Tout ça finalement, ça quoi? L'enfant apprend un peu ce qu'il veut, enfin il suit ses désirs et on fait confiance à ça. Oui, et en quelque sorte. Disons que les enseignements purement théoriques ou techniques sont une illusion aux yeux de Krishnamurti. Pour lui, l'éducation doit vraiment stimuler l'esprit critique et veiller à la contemplation de la nature. D'accord, mais on oblige quand même à faire 2-3 trucs. Oui. Calcul, écriture, les fameux fondamentaux. Ça fait partie d'un tout et d'une éducation qu'on dit holistique. Krishnamurti ne souhaite pas que les jeunes apprennent quoi penser, mais plutôt comment penser. Pour lui, l'intelligence, c'est en fait la capacité de penser librement, sans conditionnement, sans crainte et sans a priori. Ok, donc si on résume, les grands principes de cette philosophie, liberté et connaissance de soi, c'est assez individualiste, hein. Ça l'est assez, effectivement, mais la liberté et la connaissance de soi sont importantes, mais il y a aussi la découverte de ses propres blocages psychologiques, donc ça peut avoir un lien avec les autres, et la coopération entre l'individu et la collectivité, et la compréhension de la nature dont je vous parlais. Donc l'individu se développe aussi dans un but collectif. D'accord, il y a des écoles, hein, Krishnamurti. Il y a des écoles, il en a fondé un peu partout dans le monde. Elles sont toutes basées sur le refus de tout conditionnement institué, la prise de conscience de notre existence, l'altérité, l'imprévu et la reconnaissance d'une sensibilité chez tous les êtres humains. En un mot, concrètement, ça se passe comment dans les écoles? Il y a j'imagine pas des profs au sens classique du terme. Non, pas vraiment. Il y a des adultes, mais la notion de co-apprentissage est très importante. Le maître ne représente pas du tout l'autorité. Il aide l'enfant à faire ses propres découvertes. D'accord. Vous avez des exemples d'écoles? Il y en a où? En Angleterre, j'imagine? Il y en a en Angleterre. Ouais. Par exemple, la Brookwood Park School, qui a été fondée en 1969. Il y a environ 75 élèves de 14 à 20 ans qui viennent de 25 pays différents et qui vraiment vivent ensemble, vivent en communauté entre les enseignants et les élèves. Ils prennent soin du jardin, ils cuisinent ensemble. Donc il y a vraiment cette notion d'éducation à la vie, finalement. D'accord. Et chaque enfant a plusieurs tuteurs, c'est ça? Un tuteur académique? Un tuteur académique et un tuteur qui l'accompagne dans la vie et dans ses propres questionnements. Ok, si on vient du monde entier, j'imagine que c'est payant et que c'est bien payant. Oui, et c'est loin d'être à la portée de tous. Oui, 21 000 livres sterling par an. Donc il y a certainement des principes intéressants qui sont à prendre dans cette philosophie, mais ces écoles qui sont en marge du système restent réservées à des élites. Merci beaucoup, Marie, pour cette découverte. Vous connaissez? Oui, je connaissais parce que j'ai
Il y a un petit tropisme éducation. Ça oui. Oui. Et Krishnamurti était passé par là. Voilà. Génial. Vous avez aussi un grand tropisme sciences humaines maintenant, puisque vous êtes journaliste au magazine Sciences humaines. On vient de parler du dernier numéro, Le pouvoir de la musique, c'est le numéro de juillet. Mais pour les vacances, vous sortez des dossiers spéciaux. Et il y en a un qui vient de sortir. Je ne l'ai pas encore lu. Je vous avoue que le sommaire est extrêmement alléchant. C'est sur les grandes penseuses. Oui, c'est ça, tout à fait. Sur les grandes penseuses de l'histoire qui ont été... on va dire invisibilisé, qu'on ne connaît pas bien. Et ouais, c'est ça. On avait commencé l'année avec là-dessus autour du bouquin de Julien Marseille. Tout à fait. Mais souvent beaucoup autour des écrivains. Alors là, on démarre notamment avec Théano de Crotone. On va découvrir Diotime de Montinet. Tout ça, c'est 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Je ne vous fais pas tout le sommaire, mais c'est un numéro, une fois de plus, passionnant. Cécile, merci d'être venue sur le plateau de La Quotidienne. Marie, merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Au maquillage, Laure Audemont. Et ma Frari en régie, assistée par Roxane Sarfati. Maxence Mougin pour le son, Ulysse Touré pour la réalisation. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.